Ok, merci Dominique pour m'avoir passé la parole. Merci Robert pour cette invitation. Me semble-t-il, l'année dernière, je n'avais pas pu être là présent moi-même, mais Dominique avait fait le boulot, hein, comme il sait très bien le faire, pour des raisons un petit peu personnelles. Oui, alors merci donc à vous tous. En réalité, l'ESIAC, c'est un modèle. Moi-même, je suis de formation très ingénieur, donc très praticien, très opérationnel, c'est-à-dire après la note d'optimisme de ce matin par nos experts financiers, croyez-moi, ça a jeté dans chacun de nous un vent d'optimisme. C'est dans ce sens qu'effectivement, beaucoup d'entre nous, nous agissons. C'est-à-dire que quand on a un modèle théorique quelque part, on essaye toujours de faire en sorte que ce modèle théorique, on puisse le modéliser et après le mettre comme un modèle pilote, quelque part au service bien évidemment des populations. Donc c'est dans cet ordre d'idée que cette école a été créée. J'attends. Alors en attendant que nos slides arrivent, bien sûr, alors c'est un peu le résultat aussi d'une certaine expérience dans ma vie professionnelle, comme au départ programme manager, après directeur de projet sur la zone Afrique centrale. C'est par ces observations, en voyant des jeunes personnes techniciens dans des entreprises en Afrique centrale, que ce soit sur Orange Cameroun ou GTESA en Guinée équatoriale ou Gabon Libertis, que j'ai constaté que c'était vraiment des très bonnes compétences. Et deux fois, certains me posaient la question, mais comment pourrais-je faire pour pouvoir évoluer vers un diplôme d'ingénieur? Ça m'arrivait donc à l'époque, bien évidemment, de pouvoir apprendre un certain nombre de requêtes, de dossiers et de les amener auprès, bien évidemment, de certains amis universitaires comme l'Université de Compiègne. Alors, en tournant autour, je me suis donc posé une et une seule question: pourquoi ne pas, à proximité de ces jeunes personnes, mettre en place une plateforme donc de formation d'ingénieurs de haut niveau? Alors, c'est comme ça que, à l'époque, mon ami Dominique, il était directeur de l'Institut scientifique et technique. J'en ai parlé donc avec lui en disant: il est tout à fait nécessaire qu'on mette en place une telle structure qui permette de recevoir un certain nombre de personnes, de jeunes personnes, et de les migrer vers un diplôme opérationnel. Donc, il y a ce premier constat, c'est l'expérience tout simplement de la vie. Alors, le deuxième constat, alors l'ICIAR, c'est l'École supérieure d'ingénieurs d'Afrique centrale qui s'adresse bien évidemment aux jeunes personnes basées essentiellement dans les 7 pays d'Afrique centrale, comme vous voyez bien évidemment. Donc, le premier constat, je vous parlais de moi-même, hein, moi qui ai quitté mon pays dans mon jeune âge, à l'âge de 15 ans, et qui ai fait passer toutes mes études et toute ma vie professionnelle en France. Mes études et ma vie professionnelle chez Alcatel-Lucent. Donc l'idée, c'est une vie personnelle. C'est peut-être, souvent je le dis également, que peut-être là, il s'agit là d'une action pour me rattraper, parce que je n'ai pas eu à l'époque l'occasion ou la décision de rentrer dans mon pays. Donc aujourd'hui, j'essaie de me rattraper. Pourquoi pas? C'est une des explications. Alors l'autre explication, c'est qu'on part, le constat sur le terrain, on remarque qu'en fait, la plupart des jeunes, notamment en Afrique centrale, et particulièrement sur la zone du Cameroun, qui est un peu, je dirais, la zone miroir de tous les pays d'Afrique centrale en termes d'éducation et dans d'autres domaines aussi, on verra que la plupart des jeunes font même des études supérieures jusqu'à l'université. Mais l'essentiel, même plus de 80%, choisissent des branches qui ne sont, à l'issue de leurs études, pas du tout opérationnelles. C'est des branches de tout ce qui est métier de gestion, tout à fait noble, mais aussi des licences de master, les licences scientifiques, les masters scientifiques. Donc, quand on constate que tous ces jeunes-là, qui représentent en gros 80% de la population, quand ils arrivent sur le marché, bien évidemment, ils deviennent très souvent des professeurs. Donc, ce constat-là, on se pose une question. Comment, quel gâchis pour une bonne partie, parce que beaucoup sont des professeurs, mais tout le monde ne va pas être professeur. Donc ça, c'est un premier constat. Le troisième constat, c'est qu'il y a une demande forte des entreprises locales pour pouvoir, bien évidemment, intégrer dans leurs entreprises des jeunes qui ont des compétences directement opérationnelles, même si ça nécessite un certain nombre, je dirais, de mise à niveau, mais très opérationnelles. Donc ça manquait. Ça, c'est le résultat de tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il y a nécessité, bien évidemment, de répondre, je dirais, à ce constat qui est fait. La seule réponse, elle est opérationnelle, c'est de mettre en place une structure de formation de haut niveau. Donc, voilà un petit peu comment on est parti. Alors, donc, à partir de ce moment-là, alors, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Donc, l'objectif, c'est une grande école de télécom, d'informatique dans la zone de l'Afrique centrale.
Et puis, pourquoi pas, intégrer dans cette grande école des jeunes qui ont des DUT, des BTS. Alors, permettre à ces jeunes, et puis permettre à un certain nombre de jeunes qui ont aussi des masters et des licences scientifiques de pouvoir migrer vers un diplôme d'ingénieur, c'est très important. Parce que tout cela, quand vous, imaginez-vous, je prends l'exemple du Cameroun, imaginez-vous que vous allez aujourd'hui au Cameroun sur une dizaine de jeunes qui font ce qu'on appelle des mototaxis, vous trouverez que plus de 5 ont des licences scientifiques maths physique ou des masters 1 scientifiques maths physique. Et ils font mototaxi. Donc toutes ces questions-là nous interpellent, d'où l'idée effectivement de trouver quelque chose pour qui soit opérationnel et mettre en adéquation, bien évidemment, les acquis de ces jeunes et la demande des entreprises. Donc, d'où effectivement associer, je dirais, les entreprises de la région dans ce type de projet, c'est ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Permettre également un échange et un partenariat projet technique et compétences entre, je dirais, des grandes écoles en France et bien évidemment la sous-région. D'où est née l'idée d'ESIAC, l'École supérieure d'ingénieurs d'Afrique centrale. Alors, ça, j'en passe, le bâtiment qui aujourd'hui intègre cette école. Alors là, c'est une image un peu de l'inauguration de cette école en 2008 par Madame Danielle Mitterrand, je reviendrai tout à l'heure, avec bien évidemment la première promotion. Alors, aujourd'hui, quel est le résultat? Je vais être un peu direct. Le résultat de cette école aujourd'hui, de cette initiative aujourd'hui, c'est que nous avons déjà formé 4 promotions d'ingénieurs. Nous sommes en train de mettre en place, j'espère à la rentrée avec le CNAM, une première promotion qui va intégrer l'école à la rentrée de septembre 2013 pour les masters. Nous intégrons actuellement, et c'est en cours, une première promotion de licence. Et à un moment donné, nous nous sommes posé la question, pourquoi ne pas intégrer également les BTS? Donc nous en sommes aujourd'hui à notre 3e promotion de BTS, le BTS, le brevet de technicien supérieur. Alors, donc, sachant que les 2 premières promotions de BTS ont été les meilleures dans la région du littoral du Cameroun. Donc voilà en gros comment ça s'est passé. En réalité, pour aboutir à cette excellente idée, il a fallu donc intégrer un certain nombre, je dirais, d'opérateurs qui ont la compétence. Moi, je ne l'ai pas, je suis un industriel. Donc il fallait aller chercher des compétences, des personnes qui ont des compétences comme Dominique, qui est sur ma droite, aller chercher ma propre école, l'école des mines de Douai, on verra tout à l'heure, aller chercher le CNAM, je viens d'en parler, l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, Sup Galilée, Sup Télécom de Paris, pour réunir un tour de table et présenter le projet, ce qui paraissait à l'époque effectivement un peu insurmontable. Donc voilà un peu, à ce jour, les résultats je dirais, du travail qui a été fait. Et bien évidemment, on verra tout à l'heure en termes de statistiques où sont ces 4 promotions d'ingénieurs qui sont sorties. Voilà. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure des partenaires qui ont été réunis. Donc, on a Polytech Sud Paris, qui est une école d'ingénieurs qui appartient à l'université de Paris 11. L'école des mines de Douai, moi-même je suis diplômé de l'école des mines de Douai. L'Institut des sciences et techniques des Yvelines, à l'époque, qui appartient à l'université de Versailles. À l'époque, donc, Dominique était le directeur de cet bel institut. Sup Galilée, qui est également une école d'ingénieurs intégrée à l'intérieur de l'université de Paris 13. L'école des mines d'Alès, alors Télécom, Sup Télécom, le Conservatoire des arts et métiers avec lequel nous avons un partenariat au niveau licence. EICLAM, c'est l'école d'ingénieurs qui se trouve à l'intérieur du Conservatoire des arts et métiers, qui a un modèle de formation d'ingénieur qui est un peu atypique. On appelle ça la formation par alternance d'ingénieurs. Et puis l'Université des sciences, puisqu'il ne faut pas seulement s'ouvrir, bien évidemment, au-delà vers le nord, mais il faut également, ce matin on parlait de développement endogène, donc il faut également aller chercher les partenaires à l'intérieur de notre région, d'où l'Université de Caen avec laquelle nous avions signé un partenariat qui nous permet bien évidemment de former également des licenciés. J'ajoute au passage que l'école, les statuts de l'école, c'est une association type loi 1901 qui a été créée en France à but non lucratif. Et puis le fonctionnement de l'école, en fait, c'est basé tout simplement sur un comportement, je dirais, un modèle d'économie dit solidaire et social et solidaire. En réalité, beaucoup de ces écoles
ou moi-même qui sommes investisseurs, il n'y a pas de dividendes qui soient répartis. Le peu de bénéfices, jusqu'à maintenant, Dieu merci, il n'y en a pas. Il était là au dernier conseil d'administration, mais le jour qu'il y aura quelques bénéfices, il sera réinvesti pour le développement de l'école. Donc voilà. Et puis, à côté de cette école, il y a une institution qui s'appelle la Fondation France Liberté, qui nous a beaucoup aidés par, je dirais, sa caution morale aussi, du fait que Mme Danielle Mitterrand, qui est la présidente à l'époque, aujourd'hui décédée, qui avait donné son feu vert pour pouvoir accompagner ce projet. Donc voilà un petit peu, je dirais, à la fois les grandes écoles et la Fondation France Liberté qui nous accompagne. Aujourd'hui, ces statuts que nous avons créés à l'époque ont fait que il y a un conseil d'administration qui est composé de l'ensemble des écoles partenaires, et y compris, bien évidemment, la Fondation France Liberté. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dernièrement, le dernier conseil d'administration a eu lieu le 4 avril. Le 4 avril, bien évidemment, au siège de la Fondation à Paris. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne cette école-là. Alors, qu'est-ce que nous avons comme offre pédagogique dans cette école? Nous avons en réalité deux grandes branches. Alors, la première branche, c'est ce qu'on appelle la branche industrielle. Alors, cette branche industrielle, c'est une formation, une offre pédagogique qui, au départ, était destinée à former des ingénieurs à l'origine, ce qui explique que nous avons quatre promotions d'ingénieurs qui soient sorties en espace de 5 ans. Alors, beaucoup me poseront la question, mais comment ça se fait que vous avez quatre promotions d'ingénieurs? Pour une raison très simple. Je l'ai dit, on a recruté tout simplement les licences scientifiques, maths, physique, ou alors les Master 1. À partir de ce moment-là, 3 ans, on les fait migrer à un diplôme d'ingénieur. Donc pour le moment, c'est comme ça. Alors depuis 2 ans, donc, avec l'aval du conseil d'administration, il a donc été également établi que nous pouvons maintenant recruter donc, au niveau des BTS, les faire migrer au niveau de la licence professionnelle, et puis, s'ils le souhaitent pour certains, continuer jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc c'est vraiment la branche, je dirais, industrielle aujourd'hui qui existe et qui a fait ses preuves maintenant par les résultats qu'on a vus tout à l'heure. Je ne vais pas revenir, mais on pourra en parler via vos questions tout à l'heure. Donc voilà. Bien évidemment que si vous entrez à ESSIAC, vous pouvez avoir votre BTS, vous n'avez pas l'obligation de continuer, vous pouvez tout de suite après, bien évidemment, partir vers la vie professionnelle, ce n'est pas interdit. Ou alors, si vous voulez continuer, vous avez 1 année de licence professionnelle, et après, vous avez bien évidemment le diplôme d'ingénieur qui s'est fait en 3 ans. Alors, au total, ça fait en gros 6 ans pour une personne qui est rentrée avec son bac, un bac technique, ou un bac technique, c'est le bac du type F. F, je crois, c'est mécanique, ou F2, électronique, électrotechnique. Il y a des troncs communs qui permettent à ces jeunes gens, quelle que soit leur origine, ou C, ou D, ou E, de converger ensemble et bien évidemment de pouvoir évoluer ensemble. Donc voilà en gros ce qui se passe. Et après, bien évidemment, ils font 1 année à ESSIAC à Douala et 2 ans en France. Alors j'ajoute qu'il y a une question qui sous-tend derrière, ils font 2 ans en France, mais est-ce qu'ils rentrent? Bien sûr. Alors, quand on pose la question, l'école s'occupe également de leur retour, de leur intégration dans la zone de l'Afrique centrale. Bon, pour beaucoup, ils répondent, comme moi-même à l'époque, j'avais répondu, j'aimerais bien avoir l'expérience et puis rentrer. Bon, beaucoup ne rentrent pas. Je sais qu'actuellement, il y a 2 qui travaillent au Canada, il y a 2 qui sont créateurs d'entreprises au Cameroun. Il y a quelques-uns qui travaillent, donc un passé dernièrement à ESSIAC, qui travaille bien évidemment en France. Donc voilà en gros. Mais sachant que l'objectif de l'école, ce n'est pas, dans le cahier des charges qui a été défini dès le départ, il s'agit dans un premier temps, bien évidemment, qu'ils finissent leurs études auprès des grandes écoles en France, selon l'option qu'ils ont choisie, on va le voir tout à l'heure. Mais en réalité, dans un deuxième annexe, il est écrit dans ce cahier des charges qu'à échéancier de 2014-2015, l'école elle-même sera qualifiée par ses partenaires pour pouvoir dérouler sur place au Cameroun toute la formation d'ingénieurs, moyennant bien évidemment un cursus de 3 mois, 4 mois, 5 mois à l'extérieur, comme le font actuellement toutes les écoles d'ingénieurs. C'est une obligation, c'est une contrainte pour avoir son diplôme. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui pour la formation d'ingénieurs. Donc à côté de ce cycle, je dirais, de cette approche de ce cycle industriel, nous avons
Alors, les différentes options que nous offrons aujourd'hui, c'est du génie logiciel, réseau télécom, génie civil, génie mécanique, génie énergétique, hein, donc tous les métiers d'environnement et d'industrie, géomètre, topographe, on l'a vu. Nous travaillons avec une grande école qui est au Mans, qui s'appelle l'École supérieure d'ingénieurs de géomètres et de topographes, d'ailleurs qui est une entité qui appartient au CNAM. Donc, c'est avec eux que nous allons bientôt, nous sommes même en train de signer un partenariat pour pouvoir, bien évidemment, former les ingénieurs en topographie et géomètre. Donc voilà. Il y a également le métier de mécatronique, le métier d'électrotechnique. Voilà les différents métiers. Ces options-là sont choisies, bien évidemment, en fonction du background des étudiants qui intègrent notre école et bien évidemment en fonction des places qu'offrent les écoles partenaires, parce que dans le cahier des charges, les partenariats qu'on a signés, les conventions qu'on a signées, chaque école nous offre entre 7 et 10 places pour chaque rentrée. Ce qui fait d'ailleurs, c'est un grand avantage parce que nos étudiants ne passent plus le fameux concours qui est ouvert à tous les étudiants. C'est vraiment un très très grand avantage. Mais en réalité, en retour aussi, ces écoles partenaires nous font totalement confiance en ce qui concerne la préparation en première année. Alors qu'il s'agisse d'étudiants qui viennent avec le BTS, la licence, ou des autres étudiants qui viennent par ailleurs des universités avec la licence scientifique maths physique ou master 1 maths physique. Donc nous les préparons tout simplement de manière à ce qu'ils soient capables d'intégrer ces écoles-là. Et jusqu'à maintenant, au dernier conseil d'administration, les résultats ont été approuvés. Sauf un, jusqu'à maintenant, qui n'a pas eu son diplôme d'ingénieur parce qu'il n'a pas pu valider son TOEIC, le fameux certificat en anglais. Donc, voilà un peu les différentes options qu'offre cette école. Alors, ici, on voit effectivement la première promotion qui était sortie, qui avait été reçue par Madame Danielle Mitterrand, hein, qui est au milieu, avec derrière le secrétaire général Michel Joly de la Fondation France Liberté. Donc voilà un petit peu. Hein, Alors la deuxième branche quand même que nous sommes en train de mettre en place, bien sûr avec l'accord hein, du conseil d'administration dernièrement, c'est la branche dite filière commerciale. Alors l'objectif de cette branche-là en fait c'est de pouvoir offrir des diplômes qui soient complètement opérationnels. C'est pour ça qu'on s'appuie. Le BTS, par exemple, c'est un diplôme national. Mais en revanche, à partir du niveau licence, ça devient un diplôme de partenariat, par exemple avec le CNAM, comme on le fait. Mais il faut qu'il soit vraiment orienté professionnel. Le diplôme de licence au CNAM, il est licence professionnelle. Et c'est ça, parce que c'est ça la demande des entreprises. Et non seulement c'est la demande des entreprises, mais c'est également, je dirais, une qualification qui permet à l'esprit d'initiative d'entreprise localement, régionalement, pour pouvoir avoir les armes de pouvoir, bien évidemment, soi-même se développer, créer son entreprise localement, ou alors, voilà. C'est pour ça qu'on oriente, bien évidemment, ces diplômes vers des compétences qui sont vraiment professionnelles. Mais bien sûr, de haut niveau, hein. Ça, le cahier des charges est très clair là-dessus, avec nos écoles partenaires. Donc, la filière commerciale, il y a le BTS qui est un diplôme national, il y a la licence, et puis il y a le Master 1 et 2, c'est fait, avec toujours le CNAM, avec le Conservatoire national des arts et métiers, et nous sommes en train de regarder avec l'Université de Rennes pour pouvoir valider un certain nombre de masters. Donc voilà la deuxième branche que nous offrons. Pour résumer, nous avons une branche industrielle, et nous sommes en train de mettre en place, bien évidemment, une branche, je dirais, à filière commerciale. On pourra voir d'ailleurs les différentes options. Bon, là, c'est un des labos hein, techniques, on voit. Alors, les différentes options, là, on voit les différentes options qu'on va pouvoir offrir rapidement. Tout ce qui est banque, comptabilité, transport, logistique, marketing, commerce international. C'est des options, en fait, qui ont été identifiées au dernier conseil d'administration avec le CNAM. Hein. Donc, on commencera par ces options-là pour ce que nous appelons les options à filière commerciale. Alors, les particularités, parce qu'en réalité, les écoles, il y en a beaucoup. Il faut donc, je dirais, avoir une identité, une âme à ce qu'on veut faire. Générer la particularité pour montrer la différence par rapport à l'existant. Donc, on a identifié, j'ai essayé d'identifier par ce slide les différents points qui marquent la différence par rapport aux autres écoles existantes. C'est la qualité de nos partenaires. On a vu les grandes écoles, hein, Subtélécom de Paris, etc. Et puis, le deuxième point qui est très important, c'est la continuité des études. C'est très, très important parce qu'en Afrique centrale, toutes ces écoles qui existent, très souvent, quand un jeune rentre pour avoir son BTS,
En réalité, il aura son BTS et un diplôme national. Après, dans certaines de ces écoles, il y a la licence. Mais au-delà de la licence, c'est fini. L'étudiant, le jeune commence à chercher, mais mince, j'ai encore du temps devant moi, j'ai encore l'engouement, le désir, la détermination de continuer. Or, à l'ESSIAC, dans notre école, il y a une continuité, ce qui permet d'ailleurs une connaissance réciproque entre l'étudiant et le corps enseignant, ce qui permet de bien avancer dans la définition du projet d'avenir de l'étudiant. Donc c'est très important. Je pense qu'actuellement, en Afrique centrale, je peux me tromper, mais il n'y a pas une institution qui offre cette continuité du diplôme de BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur ou jusqu'au diplôme de master à l'intérieur de la même institution, avec le même corps enseignant, avec le même encadrement. Et ça, c'est très important. Et puis, nous avons l'autre particularité qui fait également l'efficacité que nous recherchons en permanence, c'est des classes de petite taille, moyenne. Et c'est pour ça que ce modèle est un modèle, bien évidemment, référent, qui est très opérationnel, très efficace en termes de résultats, qui n'est pas là pour faire du business, au contraire, compte tenu des statuts auxquels nous sommes liés et des engagements contractuels que nous avons signés avec les écoles partenaires. Et puis, la qualité des enseignants, nous avons intégré, bien évidemment, les enseignants qui viennent du monde de l'université. D'ailleurs, le directeur de l'école, c'est un ancien recteur de l'université de Douala, le docteur Nida II, qu'il connaît, notre confrère Tuakam, là-bas, qui connaît très bien. Donc, nous avons des enseignants qui viennent du monde de l'université, les enseignants qui viennent du monde professionnel, moi-même, à Alcatel Douala, il y a 2 enseignants qui viennent de Alcatel du Cameroun. Et puis, nous avons des enseignants venant des écoles partenaires. Hein. Ils viennent tout simplement, ils peuvent rester une semaine et demie pour dispenser un certain nombre de cours sur, je dirais, des unités d'enseignement très spécifiques. Par exemple, prenons le domaine des télécoms, ils peuvent venir, par exemple, donner un cours de traitement de signal parce qu'on ne trouve pas la ressource locale, ou alors un cours sur le guide d'onde, ou, je sais pas moi, ou un cours sur la mécanique des fluides. Et ils viennent, et ils habitent, ils sont logés, hein, parce que tout ça, ça a été prévu, conçu dans ce sens-là, ils sont logés dans l'école. Ils sont logés quelque part ici. Voilà. Donc, on prend en charge. Dans le contrat qui a été signé avec les écoles, c'est l'école qui assure bien évidemment le transport de l'enseignant, plus bien évidemment son salaire, si on veut, et nous, on assure tout simplement la prise en charge locale. Donc, voilà. Nous avons mis en place des labos adaptés, avec le concours des écoles partenaires. Et puis, le dernier point qui est quand même un peu particulier, les frais de scolarité sont inférieurs aux autres écoles existantes. Parce que nous nous adressons bien évidemment aux catégories de population, on va dire, il faut le reconnaître, très défavorisées. Hein. Je vous parlais des jeunes licences ou masters qui conduisent leur moto. Donc, ils n'ont pas grand-chose. Nous nous adressons aux familles qui ont très, très peu de moyens et qui vont finir par payer tout simplement parce qu'ils s'organisent sous forme de ce qu'on appelle régionalement les tontines pour pouvoir s'en sortir. Donc, voilà un peu, je dirais, notre identité de cette école-là que nous comptons bien évidemment développer et valoriser localement. Alors, les recrutements, je le disais, au niveau BTS, il n'y a pas de problème. Au niveau licence non plus, c'est les dossiers plus tests écrits, plus entretien. Au niveau ingénieur, bien évidemment, il y a un concours. En réalité, il y a un concours quand vous venez de l'extérieur avec licence physique ou master physique, il y a un concours. En revanche, si vous êtes à l'intérieur de l'école et que vous avez suivi un process BTS licence, vous êtes connu, vous êtes tracé, on connaît votre projet d'avenir. Donc, en ce moment, il n'y a plus d'examen. Mais bien évidemment, il y a un travail à faire. Alors, les moyens financiers, comme vous voyez, ça ne coûte vraiment pas du tout cher. Un BTS, c'est 450 €, 456 €. Le diplôme d'ingénieur, c'est 1500 €. Et puis, voilà, c'est vraiment pas du tout cher. Oui, les 3 années, bien évidemment. Les 3 années. Alors, vous voyez ici nos objectifs futurs. Hein. C'est toujours cette recherche d'efficacité, de compétences de haut niveau. Hein. Cette localisation, le but, c'est de s'étendre encore en Afrique centrale pour pouvoir promouvoir effectivement la qualité de ce que nous faisons. Le renforcement de laboratoire, c'est très important, et surtout les langues, parce que c'est une contrainte au plan international si on veut bien évidemment évoluer au-delà de sa propre région natale.
Et puis, les formations continues. Nous avons mis également en place, effectivement, un système de formation qui est très limité, c'est vrai. C'est-à-dire que nous prenons, en fait, dans l'année, 5 jeunes qui ont leur BTS avec 3 années d'expérience professionnelle. Et ils passent 3 années pleines pour pouvoir avoir un diplôme d'ingénieur, parce qu'il y a une mise à niveau quand même à faire, qui est très, très importante, non négligeable. Et puis, la mise en place de formations destinées aux entreprises. Ça, ce sont nos projets, je dirais, à moyen terme. Bon, là, j'en ai terminé. C'est une visite de chantier de nos jeunes. Je pense être dans les clous. Je n'ai pas débordé. Et si j'en ai débordé de quelques millisecondes, que vous me pardonnez. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà ce qui a été fait.